quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors, dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui, au quotidien, gèrent ces rachats d'entreprises, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Build-Up, le podcast consacré à la croissance externe. Je suis Thomas Collin, cofondateur d'Alvo.market. J'ai la chance d'avoir également à mes côtés Maxime Nicolas, associé de la banque d'affaires Outmatch. Salut Maxime. Salut Thomas. Et donc, nouvel épisode 4, consacré à la construction et à la remise d'une offre. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sidney Lichtenstein, avocat associé au cabinet Rosenpick et Associés. Salut Sidney. Salut Thomas, salut Maxime. Salut Sidney. Ravi, merci beaucoup de prendre du temps pour venir discuter de ce sujet un peu plus technique avec nous. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous présenter l'activité de ton cabinet ? Avec plaisir. Alors je suis Sidney Lichtenstein, je suis avocat à Paris depuis près de 10 ans, inscrit au barreau de Paris, spécialisé en fusion-acquisition et private equity. Un rapide mot sur le parcours avant d'en arriver au cabinet Rosenpick et Associés. J'ai fait mes études de droit à la Sorbonne, à Paris, à l'issue de laquelle ensuite j'ai intégré l'école d'avocat et j'ai commencé ma carrière d'avocat dans un cabinet américain, K&L Gates, qui a un bureau à Paris, entre autres. J'y suis resté 3 ans et à l'issue de ces 3 ans, j'ai rejoint un autre cabinet d'avocats français en tant que collaborateur dans l'équipe de Philippe Rosenpick, qui était chez Defilis à cette époque. Lui, il a commencé sa carrière dans les années 90, au début des années 90, donc on n'est pas de la même génération. On a ensuite créé le cabinet Rosenpick et Associés qui existe maintenant depuis 2 ans. On est 2 associés, Philippe et moi, et avons 2 collaborateurs, dont une, Lucie, qui nous a suivis à l'occasion de la création du cabinet. Okay. Donc un spin-off. On peut le dire comme ça, une sorte de spin-off, exactement. Ok. Tes clients, quel type de dossier tu t'occupes ? On est spécialisé en fusion-acquisition private equity. On reviendra, je pense, dans l'épisode sur le rôle d'un avocat dans cette spécialité. Ce qui signifie qu'on intervient sur les opérations d'acquisition et de manière plus générale sur beaucoup d'aspects de droit des affaires. Fusion-acquisition, private equity, ça mélange le droit des contrats, des obligations, code civil, et le droit des sociétés. On a dans le code de commerce. Les clients qu'on a au cabinet, c'est principalement des fondateurs d'entreprises, dirigeants, entrepreneurs, groupes familiaux. Par opposition aux fonds d'investissement, qu'on conseille peu, de manière très marginale. C'est un positionnement qui s'est fait naturellement. Alors, on a, Philippe, dans son passé, a conseillé beaucoup de fonds d'investissement. J'aurais conseillé aussi initialement dans mon premier cabinet. Mais naturellement, ça s'est fait de cette manière. On conseille principalement des fondateurs et entreprises. Ok, très clair. Merci beaucoup. Donc, on arrive donc à cet épisode 4. On a suivi donc le chemin de l'utile. On a trouvé une pépite, quand même le dire Maxime. On a réussi à la séduire. On a réussi à la séduire. Le cédant est à l'écoute et accepte de regarder l'offre qu'on va lui proposer. On s'est déjà mis d'accord sur quelques grandes lignes, Maxime, notamment assez vite, on parle valorisation quand même. Effectivement, oui, on s'est mis d'accord sur la valo, comme on a vu dans l'épisode précédent. Et maintenant, on doit appeler un avocat pour pouvoir figer tout ça. Voilà. Et l'idée, c'est de regarder un petit peu tout ça avec toi. Donc, justement, Maxime, tu dis on doit appeler un avocat. Alors, c'est vrai qu'il est courant dans les affaires qu'on voit que l'avocat arrive à ce moment-là. À quel moment, en fait, Sidney, on est prêt à faire une offre, j'allais dire, au-delà des discussions qu'on pourrait avoir avec le dirigeant, etc. J'allais dire des échanges sur un coin de table. C'est quand même souvent un peu plus structuré que ça, souvent quand il y a des conseils. Mais à quel moment on va pouvoir vraiment se dire « Ok, là, on va rentrer dans une logique d'offre et une logique de LOI ». Alors, à quel moment, avant de remettre un document, avant de signer un document, avant de s'engager ?
Ça, c'est primordial et c'est une bonne chose d'ailleurs de faire appel à l'avocat avant de remettre un document. On y reviendra. Ouais. Ça peut entraîner des conséquences juridiques qui parfois sont pas souhaitées, pas voulues et surtout pas connues au moment où un dirigeant s'engage. À ce moment-là... Tu es en train de nous dire que si j'envoie un courrier en disant je suis intéressé par votre société, on se met d'accord sur tel valo, c'est un document, si je le rédige mal, avec ChatGPT ou autre, enfin, je suis vraiment pro-IA, mais ça peut m'engager. C'est-à-dire que le dirigeant peut après intenter une action en disant tu t'étais engagé... on va y venir tout de suite. Ça, c'est le cœur du sujet. Une lettre d'offre, qu'elle soit indicative, qu'elle soit ferme, n'est jamais une offre au sens juridique du terme. Et ni ferme non plus. On en reviendra quand on parlera de l'offre ferme. Juridiquement, en fait, l'acquisition d'une entreprise, c'est un contrat de vente. Un contrat de vente, pour qu'il soit formé en droit français, il faut que les parties, acheteurs et vendeurs, se mettent d'accord sur 2 éléments essentiels. L'objet de la vente, ce qu'on achète, l'entreprise en l'occurrence, et le prix. À partir du moment où il y a un accord sur ces 2 éléments-là, la vente est faite, le contrat est formé, et le vendeur peut contraindre l'acheteur à payer le prix, de la même manière que l'acheteur peut contraindre le vendeur à lui vendre l'entreprise. Quand on est au stade d'une lettre d'offre indicative ou ferme, c'est trop tôt pour s'engager. C'est trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'une lettre d'offre indicative, à ce moment-là, vous l'avez rappelé, on a été séduit par l'entreprise, on a confirmé que ça correspondait à ce qu'on souhaitait acheter. On a un début d'accord avec le vendeur sur un coin de table, effectivement. On s'est mis d'accord, on a fait des premiers travaux d'audit préliminaires sur la valeur, sur le marché, sur le positionnement de l'entreprise. Et là, on veut avancer. Quand on avance, la première étape, du coup, c'est de remettre cette lettre d'offre indicative. Il faut qu'elle soit validée par un avocat ou professionnel du droit, quel qu'il soit, mais un professionnel. Puisque, si je reprends, Maxime, ce que tu disais, en écrivant dans cette lettre d'offre, ton entreprise m'intéresse, j'en retiens un prix de 10 millions d'euros, et que tu l'envoies en l'état, et que le vendeur l'accepte, la vente est faite. Et donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas en sortir. C'est jamais le cas en pratique. Il y a toujours des réserves, et c'est ce qu'il faut mettre. Il faut prévoir des réserves, on verra dans le détail le type de réserve qu'il faut mettre et qu'on peut mettre, mais c'est un moment où on ne peut pas encore s'engager. Il faut bien s'engager à un moment donné. Mais quand on passe d'un document, une LOI qui fait une petite dizaine de pages, on peut faire de 5 pages à 15 pages, une lettre d'offre qui fait à peu près la même chose, à la documentation juridique longue forme, donc le contrat de cession et de garantie, qui lui peut avoisiner facilement les 100 pages, sans compter les annexes. T'imagines bien que quand on passe d'un document de 10 à 100 pages, t'as 90 pages de plus, 90 raisons de trouver des points d'achoppement, de désaccord, de deal breaker. Et c'est une fois qu'on a tout finalisé que là, on est capable de s'engager. Tu peux revenir rapidement sur les 3 documents que tu as cités ? Enfin, la différence notamment entre les 2 premiers, la LOI, la lettre d'intérêt, parce que je pense que c'est pas forcément hyper clair pour notre public. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lettre d'offre, c'est en réalité, on l'a dit, c'est pas une offre, c'est plutôt un term sheet. Un term sheet, un pré-contrat, un avant-contrat qui cadre les grands principes de l'opération. Ça ne doit pas être engageant, d'un côté comme de l'autre. Alors, il y a quelques points qui sont engageants dans ce document, on va y venir, mais c'est pas engageant, c'est un pré-contrat. C'est pas obligatoire. C'est la pratique qui veut qu'on remette une offre intermédiaire pour pouvoir s'assurer qu'il y a un accord, un début d'accord avant de réaliser des travaux d'audit qui sont longs, qui nécessitent des ressources, de l'argent, et de pouvoir avancer ensuite sereinement, de pouvoir bloquer aussi une exclusivité quand on est acheteur et on veut s'assurer qu'on ne va pas faire le lièvre ou alors dépenser des frais si on n'a pas le dossier à la fin. Mais ça, c'est un préaccord, lettre d'offre indicative, lettre d'intérêt, indication d'intérêt, manifestation de termes similaires. Memorandum of Understanding, parfois. Exactement. Notamment avec les anglo-saxons. Bien sûr, Memorandum of Understanding, term sheet, préaccord. Tout ça, on est d'accord, va rassembler ce que tu décrivais, c'est-à-dire un document qui cadre en fait la suite. Alors, on reviendra après dans le détail de ce qu'il contient. En préparant cet épisode, tu nous disais c'est quasiment un document marketing. Alors c'est en fait on est à la limite entre le document d'intention très marketing encore. On est encore aussi dans la séduction
Et les notions juridiques commencent à arriver, notamment quand on met un avocat dans la boucle. On est un peu sur ce mélange, toi, c'est comme ça que tu le vois ? Ouais, la lettre d'offre, c'est exactement ce que tu résumes. C'est un document qui est un équilibre entre la séduction du vendeur, qu'on veut avoir, une fois qu'on a confirmé que la société, on parlait de pépite, hein, si c'est une pépite qu'on la veut, il faut séduire le vendeur, un équilibre entre cette séduction et la protection juridique et financière. Si on veut vraiment la société et qu'on écrit « je t'achète, je t'en fais tel prix », c'est séduisant, avec un délai très court, sans financement, et je peux te filer ton chèque à la fin du mois de juin, donc de manière très rapide. C'est très séduisant, mais c'est pas protecteur juridiquement. Il y aura les travaux d'audit, on va en parler. Et donc, c'est se ménager ces réserves-là pour trouver ce bon équilibre. Évidemment, ce travail d'équilibriste entre séduction et protection, il se fait en fonction du contexte général du deal. Dans le cadre de cet épisode, le deal se fait de gré à gré. Hein. Les épisodes précédents, le précédent a vocation à s'assurer qu'on a réussi à convaincre le vendeur. Donc, autrement dit, on est les seuls en piste pour obtenir le deal. C'est pas toujours le cas quand on a un dossier concurrentiel. Dans le cadre d'un dossier concurrentiel, il faut être bien plus séduisant. Il ne faut pas être trop dur dès le début. Il ne faut pas écrire dès le début, je vais demander énormément de garanties, je vais réaliser des travaux d'audit très poussés, même s'il faut le faire, mais surtout très longs, je vais prendre tout le temps nécessaire, parce qu'on peut très vite se faire exclure de la compétition, puisqu'un autre acheteur, lui, va dire, moi, je vais te présenter les choses de manière plus simplement, je vais faire un audit qui va juste confirmer qu'il n'y a pas trop de risques, et dans ce cas-là, si on veut être trop protecteur de ses intérêts, même s'il faut le faire, on risque de se faire exclure. D'accord, ouais, c'est intéressant. Non, effectivement, l'aspect séduction, du coup, toi, t'as ouvert un petit peu les points, mais qu'est-ce que t'as comme arme, comme outil à ta disposition pour séduire pour séduire, ouais, dans un contexte concurrentiel. Ce qui n'est pas l'objet là de notre, mais juste pour ouvrir un petit peu. Bon, déjà, ce qu'il faut faire, c'est montrer qui le vendeur a en face. Donc, qui est l'acheteur. Faire une belle présentation de l'acheteur. Qui il est, qui sont ses actionnaires, sur quel positionnement il est, quelle est sa surface financière. Et là, ça, c'est un premier élément. Il ne faut pas être avare dans cette description. Plus on en met, plus on démontre qui est l'acheteur et quelle est sa surface financière. Montrer qu'on a travaillé, qu'on a bien compris l'entreprise, qu'on a bien compris son positionnement, qu'on a bien identifié les synergies qu'on serait capable de faire. Dire un mot sur le management, en nommant expressément les personnes. Parce que quand on achète une entreprise, on s'adresse aux actionnaires. Parfois, les actionnaires, ils sont loin du management. Alors, ça arrive souvent, évidemment, que le fondateur soit toujours aux commandes. Parfois, ils sont loin. Les équipes qui travaillent, il faut les nommer dans la lettre. On les a rencontrés et on aimerait aussi leur faire une place dans le cadre de la nouvelle aventure. Ça, c'est un élément qui a vocation à séduire le vendeur, mais avec l'appui aussi du management qui soutiendra l'offre. On parlera. C'est souvent le management dont les intérêts sont pas aligné avec le vendeur. Ça, on va y revenir. On va y revenir, mais c'est un élément de séduction. Un autre élément de séduction, c'est aussi forcément la rapidité d'exécution. Le vendeur, lui, il veut valoriser son travail, encaisser son chèque et passer à autre chose. Plus le temps est court, plus c'est séduisant. Attention, il faut quand même que ce soit viable. Il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit tenable. J'ai reçu encore la semaine dernière une lettre d'offre pour une opération. Il proposait un closing la semaine dernière, on était la semaine du 19, je crois, il proposait un closing pour le 10 juin. Intenable. Il y a des CSE à convoquer, il y a des salariés à prévoir, il y a un pacte d'actionnaires parce qu'il y a un réinvestissement, il y a tout un tas de trucs à faire, c'est intenable. 30 juin, c'est le minimum. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que la LOI, elle va aussi montrer non seulement l'envie, mais la crédibilité. Bien sûr. Et c'est là où, alors je m'adresse à toi, Maxime, banquier d'affaires. Il y a LOI et LOI, notamment en fonction de est-ce qu'on a mis un avocat ou pas dans la boucle. Toi, quand tu es représentant des intérêts du cédant, donc tu reçois, tu es en position de recevoir ces différentes offres, ces différentes LOI. Est-ce que clairement le fait qu'elles soient plus ou moins rédigées, plus ou moins longues, etc., tu l'analyses comment ? C'est intéressant, ouais. Moi, je reprends le point de Sydney. C'est vrai qu'on voit qu'il y a du travail
et qu'on voit que, enfin, il y a une notion d'investissement temps derrière et une notion d'envie qu'on arrive à matérialiser aussi avec cette LOI. Après, ça dépend des appétences du dirigeant, parce qu'in fine, c'est la valo et le projet pour la suite qui aussi importe le dirigeant, quoi. Donc, mais effectivement, il faut que je travaille ma sensibilité à la séduction de vous, conseil juridique, parce que j'avais pas forcément trop le point en tête. Et alors, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qu'il y a dans la LOI, on a quand même finalement un sujet. Donc, l'avocat arrive en général à ce moment-là, en tout cas, et puis plus la taille d'opération va être importante, plus la probabilité que l'avocat arrive au moment de la LOI. Bon, il y a quand même il faut le dire, on croise quand même quelques opérations où les LOI sont rédigées par les conseils du repreneur ou par son équipe. Donc, le repreneur peut en général avoir aussi, lui, un conseil M&A. Comment toi, Sidney, tu articules justement la manière, à partir de ce moment-là, où tu vas travailler avec les conseils déjà en place ou les équipes déjà en place? Les rôles sont bien définis? Comment ça se passe? Les rôles sont bien définis. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de dirigeants profanes en la matière, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, avocat rime avec juge, contentieux, litige, prison parfois. Ça, c'est le rôle historique de l'avocat. Défendre son client face à une accusation qui est portée en justice. Et il y a aussi une autre catégorie d'avocats, à laquelle je fais partie, qui est l'avocat conseil. L'avocat conseil dans une opération de M&A, c'est un avocat dont le rôle, je vais venir ici tout de suite pour ensuite parler de la complémentarité qu'on peut avoir avec des banquiers d'affaires et autres conseils. Le rôle d'un avocat conseil va être, dans le cadre d'une opération d'acquisition, de structurer sur le plan juridique et fiscal l'opération. Un dirigeant, lui, il trouve une société à acheter, il veut l'intégrer à son groupe, ça s'arrête là. Il en arrête un prix, il a rencontré les équipes. Le reste, ensuite, c'est vraiment de l'aspect très technique de structuration. Donc, d'assister dans la structuration. Ça va être aussi de rédiger les documents juridiques et de les négocier pour le compte de son client. Les documents juridiques sont de deux types. Les documents contractuels, le socle de l'accord, le contrat de cession et de garantie dans le cadre d'une acquisition. Et à côté de ça, on a tout un tas de documents que j'appellerais purement administratifs, qui ne se négocient pas, qui s'établissent tout simplement. Alors ça, pour le coup, ChatGPT pourra très bien le faire dans quelques temps, qui sont des documents qui permettent juridiquement de matérialiser l'opération. Troisième élément aussi du rôle d'un avocat conseil, au même titre que le banquier d'affaires, c'est d'éclairer son client sur ce qui est market practice ou pas. Alors, market practice, on dit juste, c'est évidemment de l'anglais et du jargon, ça veut dire les choses qui se font habituellement sur ce type d'opération, on va dire non seulement sur la place de Paris, mais même d'une manière générale sur ce type d'opération en France. C'est exactement ça. Market practice, c'est, comme son nom l'indique, c'est la pratique de marché qui, dans le cadre d'opérations, est venue un peu cranter la manière où les accords... les pratiques de marché sont différentes quand on fait une opération franco-française. C'est Bien différent sûr. quand on fait une opération avec des Américains ou des Hollandais ou autres. Et donc, c'est important de pouvoir éclairer son client sur ce qui est market practice. Non pas que ce qui est market practice signifie que ça doit être accepté, loin de là, et on se bat justement quand en face on nous oppose un argument en disant c'est market practice, c'est pas une raison pour accepter, loin de là. En revanche, c'est toujours utile pour un dirigeant, un acheteur, un acteur, d'être conscient, savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on voit par ailleurs ou pas, est-ce que je suis à peu près dans les clous d'une opération. Donc ça, c'est le troisième rôle de l'avocat conseil. Et le dernier, c'est rédiger les documents, les négocier, on en a parlé, mais le dernier, c'est aussi d'assister. Et là, c'est un travail qui se fait aussi en coopération avec les banquiers d'affaires, que c'est le rôle du banquier d'affaires, de participer aux réflexions, de participer à la stratégie d'approche de la contrepartie, de posture de négociation, dans la prise de décision des dirigeants, et aussi d'être là au quotidien pour le dirigeant, parce qu'une opération d'acquisition, ça peut être très anxiogène, surtout quand on n'a pas l'habitude. Les fonds d'investissement font ça tous les jours, c'est leur métier, ils savent très bien
connaissent très bien le métier, au même titre que les conseils. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs moins besoin forcément de conseils en amont. Les dirigeants, ça peut être très anxiogène et ils ont besoin de pouvoir appeler son banquier d'affaires, son avocat transactionnel pour partager des points tous les jours. Notamment parce qu'il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de termes que le dirigeant va découvrir et qui ne sont pas forcément très compliqués à comprendre, mais qui peuvent un peu perdre. Hein. C'est comme dans tous les métiers techniques, il y a des termes, et une fois qu'on les a compris et qu'on les a assimilés, on suit plus facilement les discussions. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Les termes ne sont pas forcément compliqués à comprendre, mais les concepts et les notions sont très compliqués à comprendre. Et c'est très difficile en tant qu'avocat d'arriver à faire comprendre. On parlait tout à l'heure, ce qu'est une LOI. C'est pas engageant, une LOI. Même une offre ferme n'est pas engageante. Pour faire comprendre à un vendeur qui a contresigné une lettre d'offre ferme, dont le titre est lettre d'offre ferme, que c'est pas ferme et qu'il faut encore aller au bout, ça peut être difficile parfois. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Non, mais c'est effectivement d'où l'importance de tous les conseils et je vais dire quelque chose que toi tu peux pas dire. D'où aussi l'importance de faire appel à des avocats qui ne font que ça. Oui. C'est une partie extrêmement spécifique du périmètre, enfin du champ des possibles de l'avocat, et tu l'as dit, c'est assez énorme. Mais clairement, l'avocat généraliste, l'avocat médecin de famille, dont on peut avoir besoin dans les entreprises au quotidien, n'est clairement pas, et encore une fois, toi tu peux pas le dire, mais nous je pense qu'on peut le dire, n'est clairement pas le bon conseil sur des opérations qui sont très spécifiques. Et on ne peut pas réinventer tout, on ne peut pas réinventer les pratiques de marché. Et donc, on a besoin de gens qui font ça très régulièrement. Et puis, pour compléter ce point, je pense que nos chefs d'entreprise qui nous écoutent, il y a aussi une sensibilité business qui est hyper importante chez l'avocat avec qui on travaille, parce que c'est vrai que chacun a un petit peu sa sensibilité business, et c'est vrai que ça permet vraiment de faire avancer les sujets, d'avoir chez le conseil avocat juridique aussi une sensibilité business forte, parce que c'est lui qui fait avancer les sujets. Voilà, et en fait, moi, c'est ce que j'appelle souvent l'esprit deal maker. Donc, c'est en fait, on peut toujours trouver, quand on est à l'achat, de bonnes raisons de ne pas faire le deal. Une opération, par définition, c'est risqué. Si on a des gens qui disent non, mais c'est risqué, on va finir par pas la faire. Il serait moins risqué de ne rien faire. Mais à un moment, il faut accepter aussi d'avancer. Pas à n'importe quel prix, mais on est obligé de... C'est un super point. Comment on est dealmaker tout en protégeant les intérêts de son client? Alors, le premier travail qu'un avocat M&A doit faire avec son client dans le cadre d'une opération, c'est de dresser les lignes rouges de son client pour comprendre où il veut aller, quelle est la marge de manœuvre. Un avocat n'a pas le pouvoir de négocier pour son client et d'accepter des choses. C'est le client qui est décisionnaire à la fin. Voilà. Si son client lui donne le mandat, c'est pour ça aussi qu'on négocie avec nos confrères, on négocie, mais ensuite on va faire valider les points. C'est de dresser ces lignes rouges. Une fois que ce travail est fait, pour les aspects juridiques, et c'est vrai que là, c'est important d'avoir un angle business, d'être deal maker quand on est avocat, mais on reste avocat. On reste avocat. C'est la difficulté de l'exercice, c'est pour des raisons commerciales, il faut forcément écouter son client, il faut parfois aller dans son sens, c'est normal, le rassurer, parce que si on rentre en conflit affiché avec lui, il ne va pas comprendre, mais on reste avocat avant tout, et donc on se doit de s'assurer que certaines lignes ne sont pas franchies. Donc comment faire, pour répondre à ta question, Maxime, quand le client doit prendre une décision? Ça arrive souvent, d'ailleurs. Ils veulent pas, ils se disent, ça, je m'en fiche, je veux y aller. On lui dit, très bien, voici les conséquences. Voici les risques juridiques. Voilà ce que ça peut entraîner derrière. Si le risque l'occurrence du risque est à peu près faible ou forte, si ça se matérialise, voilà ce que tu risques. Du temps, de l'argent, tout. Et ensuite, il prend une décision éclairée. Ça, c'est le point le plus important. C'est qu'à la fin, c'est lui qui prend une décision, le client, l'acheteur, le vendeur, en fonction de là où on se situe, mais il faut qu'il soit pleinement éclairé. C'est ça le travail aussi qu'on doit faire, c'est de s'assurer qu'il est bien compris. À la fin, c'est lui qui décide. Et nous, on est là pour faciliter les choses. On est là pour trouver des solutions. On
on passe beaucoup de temps à réfléchir quand on est face à des situations avec des obstacles, pas juridiques, ça on connaît, mais des obstacles business, relationnels à surmonter. On est là pour trouver des solutions qui sont pas toutes parfaites, par définition. Faut prendre des décisions, et donc notre rôle, c'est vraiment de dresser les différentes options et avantages, inconvénients de celle-ci, avantages, inconvénients de l'option B, avantages, inconvénients de l'option C, puis ensuite on assiste le dirigeant dans le choix. Ok. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette fameuse LOI, Letter of Interest, de cette offre. Qu'est-ce qu'on trouve dedans habituellement ? Alors, ce qui doit figurer dans une lettre d'offre, qu'elle soit indicative ou ferme d'ailleurs, vont être plusieurs éléments. Premièrement, présentation de l'acquéreur, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, marketing. Alors là, au sens premier, on continue à montrer notre détermination à avancer, notre professionnalisme. On montre qu'on a bossé. Donc ça, c'est très important. Et toi, c'est une bonne pratique que tu recommandes. Oui, et d'ailleurs, ça se fait systématiquement, même sans qu'on ait à le dire. C'est assez naturel de se présenter dans toutes les lettres d'offre. À minima, de dire qui on a en face. Alors, c'est un aspect marketing, mais aussi juridique. Il faut quand même dire à son acheteur qui va être sa contrepartie, qui va être la personne avec qui il fait une opération. Présentation de l'acquéreur, ça, c'est le premier point. Le périmètre de ce qu'on achète. Ça, c'est très important, le périmètre de ce qu'on achète, puisque, encore une fois, le dirigeant achète une entreprise. Et entreprise, c'est un terme business. Juridiquement, une entreprise, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une société isolée qui détient à son actif tous les moyens d'exploitation. Ça peut être un groupe de sociétés. Donc, on achète une société qui détient plusieurs business units, plusieurs filiales. Ça peut être juste le fonds de commerce, on y reviendra aussi. On n'est pas obligé d'acheter la société pour acheter une activité, on peut aussi directement acheter le fonds de commerce. Parfois ça suffit, parfois il vaut mieux le faire. Et donc ça, c'est le périmètre. C'est important de déterminer le périmètre, surtout pour identifier où sont les actifs sur lesquels on veut mettre la main. Le cas fréquent qui arrive, c'est la marque d'exploitation dans des petites boîtes. Bien sûr, souvent on la retrouve en nom propre. On la retrouve chez le fondateur. Bien sûr. Alors, ça a été purgé souvent avant parce qu'il y a eu des investisseurs qui sont venus par là, ils ont fait les audits, mais tu la retrouves chez le vendeur. On peut la retrouver assez. Voilà. Pour des raisons involontaires, c'est-à-dire le fondateur il crée sa boîte, donc il a son projet, il dépose la marque en son nom, ensuite il crée la société, les statuts. Ça permet de faire remonter des fees en personne physique aussi. Alors ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire parfois c'est volontaire, c'est-à-dire je garde volontairement la marque en direct ou via une holding. Je facture la société de royalties sur l'utilisation de la marque. Mais quand on achète, c'est important de savoir que la marque, elle est chez le vendeur. Ouais. Si tu achètes une boîte, ça c'est une boîte sans qu'il y ait les actifs, je parle de la marque, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Donc ça, c'est pour localiser le périmètre. Et dans le périmètre, on a les opérations de carve-in. Donc on va demander au vendeur de rebasculer dans le groupe qu'on achète les actifs. Aussi de carve-out. S'il y a des sociétés dans le groupe qu'on ne veut pas ou qui appartiennent au vendeur, on va pouvoir lui dire, avant d'acheter, tu auras sorti cette activité du groupe. Ouais. Ça, c'est le périmètre. Troisièmement, la valorisation. Valorisation, donc le prix, enfin la valeur du groupe, de la société, enfin, de l'entreprise qu'on achète. On retient généralement une valeur pour 100% du capital sur la base d'agrégats financiers auquel on applique un multiple. Il y a 1000 façons de valoriser une entreprise. La façon la plus usuelle, j'ai envie de dire, en matière de transmission, c'est retenir un EBITDA, qui est le BE, qui est la génération de rentabilité de l'entreprise, à laquelle on applique un multiple. Et ça, toi, tu es pour le détailler dans la LOI, parce qu'on voit parfois des offres où on est directement sur des logiques de valeur de titre. Sans décomposer plus que ça, toi, tu considères que ça doit être détaillé? Oui, et pour quelle raison? Alors, encore une fois, ça dépend si on est côté acheteur ou vendeur. Quand on est côté vendeur, on veut vendre et il ne faut pas se retrouver bloqué avec un acheteur avec qui on aura des points d'achoppement. Quand on est côté acheteur, en revanche,
on peut se garder un peu plus de marge de discussion pour la suite, on ne prend pas de risque, tant qu'on n'a pas investi. Et puis plus le temps passe, plus on a le temps de voir venir les choses, l'évolution du marché, la Troisième Guerre mondiale qui arrive, et donc de se retirer. Donc, mais pourquoi c'est important de détailler ? Ça, c'est un élément aussi important, c'est éviter des malentendus. Pour valoriser l'entreprise, on retient la valeur de l'activité, enfin de l'entreprise. Ensuite, on arrive à la valeur des titres. Pour arriver de la valeur d'entreprise à la valeur des titres, ça c'est le travail des conseils financiers, banquiers d'affaires, on déduit la dette nette. Dans la notion de dette nette, et donc quand on passe d'une documentation de quelques pages à une documentation longue forme, on va venir détailler ce qu'on prend en compte dans la dette nette, là on a plein de points d'achoppement. Beaucoup. Est-ce qu'on prend les provisions pour départ à la retraite ? Est-ce qu'on prend les provisions pour risque d'un litige qui est en cours ? Comment on calcule la clause d'ajustement de BFR, de tous ces éléments ? Tout ça. Ça, ce sont des éléments financiers, on est d'accord sur le principe, mais ensuite, quand on va rentrer dans le détail, là, on peut arriver à des points de désaccord. C'est pour ça que c'est un élément important. Et c'est surtout qu'au moment où tu remets ton offre, tu n'as pas eu matériellement le temps ou accès aux éléments qui sont parfois très confidentiels de calculer ligne par ligne ta dette nette. Donc en fait, il y a un moment, l'objectif, c'est de dire, moi je vous préviens, la dette nette, je considère que c'est ça dans mon offre. J'ai pas eu accès à tous les éléments parce qu'en général, on n'a pas encore mis une data room complète à disposition de l'acquéreur, et c'est normal. Ça va être dans les audits financiers qui vont venir après. Mais il faut bien quand même dire que moi, ma valeur de titre, elle va être calculée comme ça, avec ces éléments de dette nette, plus éventuellement ce qu'on découvrira après, et que par définition, on ne pouvait pas connaître parce qu'on n'a pas eu accès à la matière. Donc, tout ça, en fait, c'est aussi préparer la suite que d'expliquer clairement comment on va avancer. Exactement. Je retiens un EBITDA de temps sur la base des premiers éléments d'infos que j'ai pas encore j'ai pré-audité, mais pas audité de manière approfondie. J'en retiens un prix d'environ temps avec telle méthode de calcul. Et ensuite, là, on est en stade de la lettre d'offre indicative. Quand on remet cette lettre d'offre, c'est pour ensuite pouvoir accès à une multitude de documents qui vont me permettre à l'acheteur et ses conseils de venir vérifier la valorisation, le prix que j'en ai offert, les retraitements à faire aussi, les retraitements sur les bidas qu'on n'est pas capable de connaître au moment où on remet une lettre d'offre indicative, et de confirmer tout un tas de choses. Donc c'est important de préciser, on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, et on a un cadre. Ça, c'est le troisième point, la valorisation. Ouais. Quatrième point, et donc dans la valorisation, il y a aussi les modalités de paiement du prix. Alors ça, c'est un point vraiment super important, c'est qu'en fait, une valorisation sans expliquer comment elle est payée, je ne vais pas dire ne vaut rien, mais en tout cas ne donne que la moitié de l'information. Eh oui, bien sûr. Et c'est là où les acquéreurs peuvent avoir un certain nombre d'idées d'aménagement, de versement du prix. Donc je te laisse peut-être détailler cette partie-là. Mais le message, c'est valo sans modalité de prix. On n'a pas l'entièreté de l'image. Et effectivement, il y a le comment elle est payée, donc la capacité de financement de l'acquéreur, et il y a le quand aussi. Parce que c'est vrai que dans le quand, il y a plein d'outils que vous avez à disposition pour pouvoir bien aligner les intérêts. Il y a plein d'instruments qui permettent justement de favoriser la création d'un deal. Les earn-out, les crédits vendeurs, les obligations convertibles. Enfin, il y a plein de possibilités de... Tu peux nous en parler un petit peu de ces avant éléments ? d'en arriver là, je pense aussi une étape importante dans le prix, dans la valorisation, c'est la distinction entre lockbox ou ajustement de prix au closing. Il va venir aussi justement détailler les modalités de paiement. La valorisation, en fait, elle est faite sur, et je répondrai juste après à la question que tu poses sur les modalités de paiement. Il y a une dernière situation financière qui est établie. Alors, si on est en 2025, on est en mai 2025. Décembre 24. Décembre 24. Oui, c'est en général, on audite, on vérifie, on regarde, on fixe un prix sur cette base. Schématiquement, soit on dit, moi ça me va, c'est ce prix que je retiens, c'est un prix ferme et définitif. On encadre la période comprise entre le 1er janvier et le closing pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'argent qui sorte, que tout soit fait dans le même cours. Qu'on soit clair, closing, date de réalisation de l'opération. Remise du chèque,
et prise en possession des Donc, clés de en l'entreprise. fait, on va avoir une période entre le moment où on a eu les derniers comptes, en général audités. Bon, là, ici, on est à fin mai, donc ce que disait Maxime, 31/12/2024. Ouais. Mais on va faire l'opération probablement en septembre 2025. Ouais. Donc là, se pose la question du référentiel sur lequel on va faire l'opération. Donc, la simplicité, c'est de faire un mécanisme lockbox où on arrête le prix et on n'en parle plus. L'autre option, c'est un ajustement de prix au closing, quand on prend en main l'entreprise. Donc, on a le même référentiel, les mêmes comptes, que là, en fait, on va revérifier, on a la même notion d'EBITDA, on a les mêmes multiples, mais au jour où on prend les clés de l'entreprise, on ajuste en fonction du niveau de dette financière nette. Voilà. Donc, toute la création de valeur depuis le 1er janvier, c'est pour le vendeur. La perte, enfin, ça doit être neutralisé finalement au moment où on achète. Donc ça, c'est des modalités aussi qui se négocient. Et qui sont hyper importantes parce que concrètement, dans ce que tu dis, c'est soit une valeur, mettons, de 5 millions, j'allais dire, déterminée au 31 décembre et qui sera également la valeur de 5 millions au 30 septembre quand on va faire l'opération, ou se dire, finalement, tout l'argent qui a été généré du 1er janvier au 30 septembre, quelque part à qui il appartient. Et ça, on voit encore que entre rester, alors souvent, le cédant, lui, va rester sur on m'a proposé 5 millions, mais en fait, on voit que dans le détail, il y a plein de choses sur la dette nette, sur lockbox versus ajustement du prix. On a plein de lignes sur lesquelles on peut jouer et qui peuvent impacter à la hausse ou à la baisse ce fameux 5 millions, qui est en général, dans un premier temps, le seul chiffre qui intéresse le cédant quand il lit la LOI. Et ça, il faut faire très attention quand on est vendeur. Effectivement, j'ai 5 millions sur une offre. C'est ce qu'il regarde. Il va tout de suite à la page prix, il regarde le chiffre qui est en gras. Toi aussi, Maxime, 5 quand millions, tu les reçois, c'est le premier truc. C'est ce que tu regardes. Voilà. C'est tout. Le reste, modalité de paiement, ça peut être regardé. Mais garantie surtout. On va y venir après, c'est l'autre point. Garantie, elle ne va pas forcément regarder. Pourtant, ça impacte beaucoup. Et donc, ces 5 millions, évidemment, si en fait, c'est un leurre, 5 millions, il faut faire attention quand on est vendeur, parce qu'on se fait des films, on se projette, on s'imagine la suite de l'opération, et quand on bloque un deal avec un acheteur, on discute, et puis quand plusieurs semaines, plusieurs mois après, finalement, on se rend compte que c'est pas 5, 4,2, 4,3, c'est pas la même chose, surtout pour ces montants-là. C'est important d'avoir une idée très claire dès le départ. Quatrième point, donc valeur et modalité de paiement du prix. Donc pour répondre à la question, en fait, plusieurs méthodes. Soit c'est un chèque comptant en closing. Voilà. Ça, c'est évidemment la manière la plus saine, simple et normale. Quand on achète, on paye tout de suite. Soit on fait un crédit vendeur. Donc on demande au vendeur un crédit vendeur qui... Alors il faut faire attention, les crédits vendeurs, ça cache généralement quelque chose côté acheteur. C'est pour retenir un petit peu une partie du prix quand on a une garantie de l'autre côté. Au lieu de payer les 5 millions tout de suite, je vais t'en payer 4 et je garde 1 million que je te paierai l'année prochaine, qui porte intérêt, certes, c'est un crédit vendeur, donc c'est comme si le vendeur finançait l'acquisition en termes d'1 million d'euros. Généralement, c'est pour retenir une partie du prix sur des sujets de garantie qu'on verra après. Oui, mais c'est vrai que quand on est à l'achat, c'est un outil magnifique, le crédit vendeur. Alors oui, quand on est cédant, on l'évacue et c'est juste no-go, c'est pas possible pour notre client. Mais à l'achat, si on arrive à le faire passer, c'est vrai que on verra ça dans l'épisode juste après sur le financement, mais les banques vont nous financer à la grosse 3 fois le BE. Et à côté de ça, si on arrive à faire un tour ou un tour et demi de multiple en crédit vendeur, on peut reprendre un asset en payant 0 en equity, en mettant 0 cash sur la table. Et ça, c'est que de la négo. Exactement. Et là, la création de valeur est magnifique. Ouais. Sans compter que les banquiers peuvent interpréter ce signe de crédit vendeur comme un signe aussi que le cédant est assez confiant. Et donc parfois, ça peut rassurer aussi les banques, au-delà du fait de jouer le rôle, donc ça c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, de quasi-fonds propres. C'est quasiment ça que peut représenter un crédit vendeur. C'est aussi un soutien du vendeur
Et parfois, quand on a des acquéreurs un peu justes en termes d'apport, c'est aussi une bonne manière de s'assurer que le financement va passer. Alors, tu disais peut-être 100% de l'equity sous forme de crédit vendeur. Bon, là, c'est peut-être un peu poussé fort. Non, une partie. Voilà. Mais clairement, c'est un instrument qui peut être très intéressant. Moi, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs où il y avait zéro à mettre sur la table pour reprendre des assets. Mais c'est des cas rares, mais quand on sait très bien reprendre, c'est ce qu'on vise. Mais intéressant. Je pense que c'est un vrai point sur lequel tu dois aussi conseiller tes clients quand tu es à l'achat. Alors, il y a le levier financier que tu viens de mentionner, forcément, quand on a un crédit vendeur. Et puis, tu as aussi l'assurance juridique derrière. Si les choses ne se passent pas comme prévu, s'il y a des sujets de garantie, déjà, l'acheteur est en position de force par rapport au vendeur. Et il y a le levier quand on continue avec l'équipe de management et qu'elle reste le temps d'un earn-out, par exemple, qui nous permettent, après, à voir comment est-ce qu'on compose earn-out et crédit vendeur, mais ça nous permet aussi de tenir son management, entre guillemets. Parce que quand l'argent n'est pas sur son compte, il est motivé, il reste motivé et on arrive à avancer sur les sujets. Donc, c'est un outil de rétention aussi. Ouais. Justement, tu parlais du management. Donc, tu disais tout à l'heure, Sydney, que la place du management est aussi un point qu'il faut que tu conseilles de mettre dans la LOI. Alors, c'est pas toujours utile. Alors, ce qui est intéressant dans une LOI, c'est de parler du management. C'est toujours naturellement, quand on lit son nom dans un document, on est content. Surtout quand on est en deuxième position. Maintenant, impliquer le management au capital, c'est pas toujours utile. Ça laisse très souvent, mais c'est pas toujours. Je m'explique. Là, on est dans le cadre d'une opération build-up industrielle. Un fonds d'investissement, il ne fait rien sans le management. Ça, on n'est pas dans ce cadre-là dans cet épisode. Donc, soit l'entreprise qui rachète connaît très bien son métier, a juste besoin de s'étendre, elle a besoin d'une personne sur place, le directeur local, c'est tout, pas le reste. Le reste, elle a tous les outils qu'il faut en interne pour continuer l'aventure, elle connaît très bien le métier, pas forcément besoin d'intéresser le management. Peut-être un earn-out pour le vendeur en disant on va confirmer si l'année 2025 est conforme aux prévisions financières que tu m'as montrées. Donc je te filerai un earn-out si l'année 2025 est confirmée. Tu restes aux commandes jusqu'à la fin de l'exercice pour faire une transition, ça suffit. Il est intéressant en revanche parfois d'intéresser le management via un management package si effectivement il est clé, c'est ce qui est souvent le cas, qu'il y a un potentiel de croissance de l'entreprise. Mais un management package dans le cadre d'une entreprise industrielle, ça suffit pas. Il faut aussi une liquidité derrière. C'est pour ça que les fonds d'investissement... Mais là, Sydney, je te coupe, mais tu es dans la LOI, tu peux parler du principe de management package, donc des éléments d'intéressement que tu vas mettre en place une fois que tu auras pris possession de la société pour le management. Mais à ce stade, on est d'accord que ce management package, il n'a pas encore été négocié. Donc comment tu en parles en disant c'est une volonté ? Alors, si l'acheteur considère qu'effectivement le management est clé et que c'est ça intéressant de l'intéresser, il faut en parler, mais de manière très sibylline. À ce stade, rien n'est négocié. Encore une fois, tu n'as pas de documentation. Le management, on parle de qui pour nos auditeurs donc, on parle de qui ? Donc, le cédant part et on est sur la seconde ligne de management que tu souhaites incentiver ? Alors, cercle 1, cercle 2. Cercle 1, c'est le top management, c'est le directeur général de l'entreprise. Si c'est le cédant aussi, il va peut-être partir. Il va peut-être rester un temps, 1 an, 2 ans, il va peut-être partir. Et la seconde ligne, ce sont toutes les équipes sous la direction du président, du dirigeant principal. C'est eux, en fait. Le cédant, il a déjà son chèque. S'il est aussi dirigeant, il a déjà son chèque. Donc, c'est surtout la seconde ligne de management qui, elle, va rester, voit arriver un nouvel acheteur industriel, donc qui peut faire un peu peur quand on a un acteur industriel qui arrive. On va dire, est-ce que je vais garder mon poste ? Est-ce que je vais pas me faire virer ? Ils vont pas me mettre dans un ensemble. Et donc, eux, finalement, il va falloir les intéresser. S'il existe déjà au sein de l'entreprise qui achète un mécanisme d'intéressement des dirigeants, on peut leur proposer en disant voici ce qui existe chez nous et on va faire bénéficier les principaux cadres de ce mécanisme. S'il n'existe rien, on peut mentionner un mot si c'est utile. Il faut faire attention puisque quand on intègre une boîte, on ne va pas mieux traiter le management d'une boîte B qu'on vient d'acheter par rapport à ses équipes historiques.
Donc il faut aussi que ce soit cohérent. Tous les acteurs ne proposent pas un management package. Quand il y en a un, c'est très bien, mais il faut être cohérent avec les autres équipes. Sinon, ça peut créer des remue-ménages au sein de la boîte. Et puis, moi, parfois, il m'arrive de dire à des cédants ou à des acquéreurs, écoutez, le cédant n'est plus opérationnel, donc souvent, ça a été l'actionnaire fondateur et puis il a pris du champ. Écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de recevoir une offre pour les titres du fondateur historique qui va partir. Et on invite le futur management et le repreneur à se mettre d'accord sans que ça fasse d'ailleurs partie des négociations, ni de la LOI, ni du closing. Donc il peut aussi avoir cette volonté de dire, écoutez, ça va être 2 discussions séparées, et nous concernant conseil du cédant, nous on se focalise sur l'opération de vente de titres. Voilà. Ouais, donc il peut aussi y avoir ce cas-là. Et c'est là où il faut faire attention quand on est côté cédant, que tu mentionnes, il y a un conflit d'intérêt intrinsèque entre un vendeur qui veut maximiser son prix, bien sûr, l'acheteur qui veut le réduire, mais le management qui part de zéro et qui réinvestit dans l'opération, il va être intéressé à la création de valeur. Donc plus il achète bas, mieux donc c'est pour lui. C'est le fameux désalignement d'intérêt entre cédant et management qui arrive inéluctablement et sur lequel l'acquéreur va pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'on considère souvent qu'à un moment, le management va basculer côté acquéreur, et puis c'est là où aussi le cédant doit tenir un certain nombre de positions, il reste l'actionnaire. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un outil un peu oublié quand même, le management package. Toi, t'en fais ta spécificité, c'est pour ça notamment qu'on travaille ensemble sur ces sujets, mais je pense que ça peut être vraiment un dispositif qui peut être activable par les chefs d'entreprise pour sécuriser sa reprise. Oui. Parce que si on arrive à incentiver 3-4 people dans le management, et de les caper sur 5 ans avec un horizon d'exit, on fidélise, on garde l'intitut personnel, on garde la culture, on garde la performance. Je sais pas ce que tu en penses. Après, il y a d'autres outils comme le variable ou ce genre de choses, et pourquoi leur donner des titres. Mais c'est un outil quand même d'un point de vue strat de sécurisation du deal. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, et nous, c'est ce qu'on met en avant systématiquement. Enfin, on propose systématiquement à nos clients avec qui on est proche de penser à mettre en place des outils d'intéressement du management. Il y a le variable, comme tu dis. Mais le fait d'avoir un intéressement au capital, même en ayant une part très marginale du capital, philosophiquement, ça donne une dimension complémentaire. On participe à l'entreprise, à sa création de valeur, et on en touchera les fruits quand on sera aux côtés du fondateur. Et donc, c'est tout de suite une promotion. Et il y a des acheteurs qui ont fait des choses magnifiques là-dessus. À caper des rachats, par exemple, si moi je valo 8 fois mon EBE et que je cape le rachat de mes managers à 4 fois, eux, ils sont dans cette philosophie-là de recherche de la performance, sauf que moi, je fais 4 tours de multiples sur leur exit au moment de l'exit. Ouais, puis tout le monde y gagne finalement. Surtout l'actionnaire principal qui m'en... Mais même le management. Après, ça dépend comment tu le nuances et tu le pondères. Mais c'est des outils de création de valeur qui sont incroyables. Si on continue sur la LOI, est-ce qu'on parle des garanties? Alors justement, donc là, on s'est arrêté sur la valeur, on a parlé du management package. Garantie. Au stade de la LOI, on n'a pas encore fait d'audit. Forcément, il faut dire un mot sur les garanties parce qu'on n'achète pas une boîte à l'aveugle, sauf si on veut préempter un deal. On pourra dire un mot tout à l'heure. Mais donc, il faut dire un mot sur les garanties. On est dans le principe de prévoir des garanties ou pas en fonction de ce qu'on va voir. Une fois qu'on remet la lettre d'offre, on a accès à une data room, des documents, on fait des audits. Et là, on va regarder s'il existe des risques. Quand on achète une société, on achète une personne morale qui a ses actifs, qui a aussi ses passifs, ses risques. Et donc, si l'entreprise, la société qu'on achète est impliquée dans un litige avec un client, avec un fournisseur, avec un tiers, avec son voisin, j'en sais rien, in fine, c'est le repreneur qui reprend via cette société le passif. Et donc ça s'analyse dans le cadre des audits. Si la gestion est saine, on voit pas trop de difficultés. Est-ce que toi, tu recommandes de déjà mettre des ordres de grandeur de garantie ou de juste dire, sur le principe, il y aura des garanties? Qu'est-ce que tu vois en pratique? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir en pratique, donc là, on arrive dans la market practice, il y a des montants. Généralement, quand on demande une garantie pour un deal franco-français, le plafond de garantie, ça va être compris entre 10 et 30% du prix. Ça peut aller au-delà, ça peut être moins, il peut ne pas y avoir de garantie, à peu près. Au stade de la LOI, c'est peut-être un peu tôt pour se positionner. D'accord. Pourquoi ? Parce que si on dit ce sera aux alentours de 20% du prix,
Le vendeur, on disait tout à l'heure, il fait ses calculs, 5 millions moins 20%, ça va faire 4 millions. Bon, j'ai déjà 4 millions de sécurisés. Mais si en revanche, parce que ça c'est pour la garantie générale, c'est-à-dire des risques qui peuvent arriver, il y a aussi la garantie spécifique. Garantie spécifique, c'est autre chose. On a découvert un risque particulier dans l'entreprise, un vrai risque, un litige existant, avec une demande de 500 000 € de la part du client, du fournisseur ou j'en sais rien. Ça, il ne va pas venir impacter le plafond. Par définition, Sydney, cette garantie spécifique, tu ne peux pas y faire référence dans la LOI puisque tu n'as pas encore fait les audits. Mais justement, c'est pour peut-être qu'ensuite, quand on va arriver à la lettre d'offre ferme, on aura fait les audits et là, on va parler d'autre chose. Oui, mais là, il n'est pas choquant de revenir avec un point en plus sur une garantie spécifique qui aura été identifiée. En tout cas, ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas forcément obligatoire d'aller chiffrer les ordres de grandeur de la garantie. Tu vas juste dire à minima que, évidemment, et ça, je pense qu'il y a très peu de deals où il n'y a pas de garantie. En général, comme tu le disais, c'est sur des deals où soit on va aller très vite, où il y a beaucoup de compétition, ou aussi des deals sur lesquels le prix est très faible, parce que la société est en mauvaise posture, où là, on ne peut pas demander à la fois à un cédant d'accepter un prix très faible et en plus de lui retenir encore 20% du prix. Donc forcément, là, on va pouvoir être dans des logiques de pas de garantie. Exactement. Et pour reprendre ce que tu dis, au stade de la LOI, le simple principe d'une garantie en fonction de ce qu'on va voir suite au audit suffit. Et quand on réitère, quand on remet une offre ferme, qui n'est pas ferme, on en a parlé tout à l'heure, dans ce cadre-là, on précisera les modalités chiffrées de la garantie. Ça marche. Dernier point, le calendrier. C'est quand même un élément qu'on retrouve assez régulièrement dans les LOI. Oui, le calendrier. Je m'étais arrêté aux garanties. Après, je mentionnerai un point important aussi sur les conditions préalables et suspensives, qui est très important. Très important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. C'est systématique même d'ailleurs. Sur le calendrier, c'est important de le mettre pour séduire, déjà pour dire voici, j'ai mobilisé mes équipes. On est prêt pour finaliser les audits sous un délai, pour autant qu'on ait toutes les infos de 2, 3, 4 semaines, en fonction de la taille de la société. On a le financement qui est sécurisé, ou pas d'ailleurs, en fonction de la réalité de l'opération, et on est prêt à prendre les clés à telle date. Il faut aussi vérifier dans le calendrier les opérations qui doivent être faites au préalable. Si, par exemple, l'acquisition nécessite une autorisation de l'autorité de la concurrence, en fonction de seuils qui seraient atteints par les parties, dans ce cas de figure, s'il y a des délais, c'est plus long. Si, en fonction de la cible, il y a des autorisations réglementaires, type la CPR dans le domaine financier, ça prend du temps aussi. Donc ça, il faut l'indiquer. Et c'est important de l'indiquer parce que indiquer un calendrier qui tient la route, c'est montrer au vendeur qu'on est professionnel, qu'on est bien entouré, qu'on a bien travaillé. C'est un gage de sérieux. Un acquéreur qui remet une offre avec un calendrier intenable, en face, quand l'offre va être revue avec les conseils du vendeur, si c'est pas tenable, l'acheteur perd en crédibilité. Donc c'est important de prévoir un calendrier tenable. Tu parlais donc des conditions préalables, conditions suspensives. Alors, les conditions préalables. Quand on remet une lettre d'offre, il faut, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il ne faut pas faire une offre au sens juridique du terme, donc il faut toujours mettre des réserves. La principale réserve à mettre, c'est un accord sur les termes juridiques de l'opération. Négocier, finaliser, comme on l'évoquait au début de ce podcast. Il y a d'autres conditions. L'accord du board, là, à ce stade, c'est le dirigeant qui parle avec son homologue au sein d'une entreprise, mais ensuite, il va falloir avoir ses actionnaires, ses financiers, pour faire une présentation et qu'il ait le go en interne pour réaliser l'acquisition. Ça, c'est une condition préalable qui nécessite... C'est une condition qui doit être purgée avant de s'engager à acheter. Les conditions suspensives, c'est une notion juridique bien définie. Et là, il y a un piège, il faut faire très attention. Conditions suspensives de financement, pour prendre une condition classique, je m'engage à acheter ton entreprise sous conditions suspensives de financement. Ce qu'il faut savoir dans les conditions suspensives, au sens juridique du terme, donc c'est que l'engagement est pris, mais je serai tenu d'exécuter mon engagement uniquement si la condition est réalisée. Et il existe deux moyens de faire sauter cette condition pour un vendeur. Donc, même quand on remet une offre avec des conditions suspensives, en fonction de ce qui est prévu, on peut quand même être engagé. Premier cas, c'est quand un acheteur a participé lui-même à l'absence de réalisation de la condition. Financement, il est allé faire aucune démarche vis-à-vis des banques, il a fait aucune démarche. Le vendeur peut faire
peut considérer, demander en justice à ce que soit considérée la condition comme remplie, et donc l'acheteur est obligé d'acheter, même s'il n'a pas son financement. Deuxième élément qu'on retrouve très souvent dans les LOI mal faites, c'est quand il y a en condition suspensive la condition d'audit. Là, on a parlé des conditions dont l'absence de réalisation est due à l'acheteur. Les conditions suspensives dont la réalisation revient de seule volonté finalement de l'acheteur est considérée comme potestative, c'est nul et non écrit. Donc un audit, je m'engage à acheter ton entreprise sous réserve que mes audits soient satisfaisants, c'est potestatif parce qu'en réalité, on est seul à placer le curseur où on veut. On peut toujours dire non, c'est pas satisfaisant. Et donc, juridiquement, on peut être engagé. Si on remet une offre avec uniquement des conditions suspensives de ce type, on peut néanmoins être engagé puisque le vendeur considéra que c'était que la réalisation dépendait du seul fait de l'acheteur. Si on veut mettre en conditions suspensives des conditions d'audit, il faut être précis et objectif. Typiquement, je veux confirmer que tel contrat est bien sécurisé sur tant d'années, etc. Okay. Ouais, et ça, c'est important de le garder en tête quand on rédige une LOI, de ne pas confondre ces conditions préalables et les conditions suspensives. Donc, Signe, je vois que le temps tourne. Donc, on a notre LOI avec tous les éléments que tu as mentionnés. On va la remettre. Une fois qu'on la remet, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, on demande au vendeur de l'accepter, d'ailleurs. On peut demander une période d'exclusivité dans les éléments qu'on met dans la lettre, tout un tas d'éléments. Ouais. Il faut d'ailleurs, en fonction de là où on se place, si c'est très concurrentiel, on ne demande pas, on se fait exclure. La période d'exclusivité, c'est quoi ? Période d'exclusivité, on demande à au vendeur, dit ton entreprise m'intéresse, je veux pousser le travail pour te confirmer ma volonté d'acheter, mais j'ai pas envie de dépenser trop d'argent, de conseils, de frais, si je suis pas seul, s'il y en a d'autres qui peuvent remporter le dossier. Donc je demande une exclusivité, c'est-à-dire tu ne vas parler maintenant qu'avec moi. Alors il y a deux types d'exclusivité. Il y a l'exclusivité de négociation et de discussion, c'est-à-dire tu coupes toutes tes discussions avec les autres candidats, tu ne parles qu'avec moi pendant une certaine période, le temps de finaliser un deal, ou l'exclusivité de signature aussi. C'est-à-dire tu peux continuer de parler mais tu ne signes pas. On se laisse la chance. Voilà. Ça, on le voit dans les deals concurrentiels. Okay. Et alors, il faut faire attention, dans un deal concurrentiel, demander une exclusivité trop tôt, on peut être hors jeu tout de suite, parce que dans un deal très concurrentiel, on ne donne pas d'exclusivité. En tout cas, si on donne une exclusivité, c'est uniquement de signature, d'absence de signature. Okay. Donc on remet notre on remet la lettre d'offre, on demande de l'accepter. Ouais. Si elle est acceptée, dans ce cas-là, on se met au travail efficacement. Et est-ce qu'il est courant, enfin dans ta pratique, que cette LOI, elle fasse des allers-retours, c'est-à-dire qu'on la remette, mais qu'en face, il y ait le cédant et ses conseils, et des remarques, des points d'amélioration, etc. Oui, et ça dépend du cas de figure. Je reprends l'exemple, un deal concurrentiel. Généralement, la posture dans un deal concurrentiel, quand on est vendeur, c'est remettez votre meilleure offre. Il n'y a pas vraiment de négociation. Et donc, remettez votre meilleure offre. Parce qu'en fait, on rentre dans un calendrier qui est assez contraint, souvent ce qu'on appelle les process letters, où c'est effectivement remettez votre offre, meilleure offre, et vous serez jugé sur ce point-là. Voilà. Et donc, le simple jeu de la concurrence va naturellement pousser les candidats acquéreurs à faire une offre qui soit acceptée. Ensuite, quand elle est remise, il y a systématiquement un coup de fil des conseils de l'acheteur. Du banquier d'affaires. Voilà, pour dire améliore ton offre. Si tu veux remporter le dossier, j'ai ça à côté. Si tu veux remporter le dossier, améliore ton offre. Ça, c'est dans un deal concurrentiel. Dans un deal de gré à gré, les choses sont différentes. Et là, on s'échange des LOI. Des versions. On voit tout. Il y a, parfois, c'est pas échangé. Parfois, ce qui arrive, c'est que l'acheteur remette une lettre d'offre déjà signée. Le vendeur, quand il la reçoit, il peut mettre en mention manuscrite OK sur ci, sur ça, mais pas OK sur ça, on en discutera après. Et il arrive avec des conseils initiés et spécialisés, qu'on s'échange au préalable les lettres d'offre, que chacun de son côté, comme on disait tout à l'heure, c'est un term sheet, c'est un avant-contrat. Donc on négocie en amont les principaux points. On va en fait baliser, très souvent sur les deals de gré à gré, on va laisser des points ouverts dans la LOI. On se mettra d'accord plus tard sur ces points-là. Mais en fait, on va baliser, on va déjà marquer ce sur quoi on est d'accord, et on va baliser la suite des discussions. C'est ça. Voici le socle de départ.
ouvrez-moi la data room, laissez-moi faire mon travail d'audit. Laissez-moi engager de l'argent sur la suite. Exactement. Et puis, ensuite, on peaufine. Ouais. On peaufine, on remet une lettre d'offre ferme, puis surtout, d'ailleurs, ce n'est pas des documents obligatoires, surtout le contrat de cession et de garantie. Et celui-ci doit sceller l'accord à la virgule près. On le voit, merci beaucoup Sidney pour tes éclairages, on le voit, il y a quand même pas mal de points à couvrir, donc on voit le travail, tu disais Maxime tout à l'heure que c'était aussi, la LOI c'était la marque de l'investissement, on voit qu'il y a quand même pas mal de sujets à traiter. On voit qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps pour finir cet échange. Tout à fait. Avant de nous quitter, Sidney, est-ce que pour ceux qui veulent aller plus loin, tu as des choses à recommander, des ressources, il y a plus particulièrement sur la LOI ou la manière dont on approche les deals? Alors, des ressources, j'en ai pas recommandé. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que moi, de mon côté, c'est mon quotidien. Ouais. Donc en fait, c'est les dossiers qu'on fait des années qui constituent les ressources que j'ai. Et un spécialiste, en réalité, ne va pas voir des ressources destinées à un public plus large. Donc je n'ai pas de ressources à recommander. Okay. Documentaire, en tout cas, si c'était ta question. Oui, on voit des choses, il y a des choses en ligne qui traînent, mais je suis assez d'accord avec toi. La LOI, on l'a dit, c'est colle au deal et chaque transaction est quand même différente. Donc, les templates, il faut faire attention, forcément. Il faut faire très attention. Alors, ils sont souvent bien faits, standardisés. Ce qui est vraiment important, et si j'ai un conseil à donner à vos auditeurs, dirigeants, un bon dirigeant d'entreprise, un bon chef d'entreprise, c'est une personne qui sait bien s'entourer d'un bon directeur financier, d'un bon expert comptable, d'un bon directeur marketing, et de manager ses équipes avec ses propres compétences. Dans le cadre d'une opération d'acquisition, c'est aussi de bien s'entourer avec le bon banquier d'affaires, bon conseil financier, et le bon avocat, qui soit capable, et d'autres conseils auditeurs ou autres, il y a tout un tas de conseils qui peuvent intervenir, mais d'être vraiment en mesure et de mettre les moyens qui permettent d'être clairement éclairé sur les conséquences de ce qu'il fait et sur les éléments qui peuvent être négociés, qui peuvent être vus, qui peuvent être revus. Et c'est vrai que plus l'avocat est exposé à des deals, plus il est promoteur et facilite les opérations. Parce que nous, on a vu des choses parfois avec des avocats qui font des deals 5% de leur temps et on voit que ça prend un petit peu. Donc ça, bon conseil aussi aux chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de deals qui se font, on le voit malheureusement souvent, enfin malheureusement, c'est pas malheureux, c'est simplement que les dirigeants ne sont pas forcément alertes. Des dossiers d'acquisition où les acteurs le font avec l'expert comptable, en se disant on se met d'accord sur la valeur, on signe un bout de papier et ça suffit. En tant qu'avocat, quand on est dans des dossiers face à des experts comptables, ils font très bien leur métier sur la partie comptable, mais pour la partie cession, c'est souvent très difficile. On évoquait tout à l'heure, connaître la market practice est intéressante et le retour d'expérience. Et parfois, les deals ne se font pas parce que ce sont les mauvais interlocuteurs qu'on a en face et qui peuvent... Se font pas ou se font dans la grande difficulté. Très grande difficulté, avec des concepts qui sont mal compris, mal maîtrisés, dont les acteurs peuvent avoir peur aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment compris les engagements, ce que ça représentait, les conséquences. Et donc, voilà le conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer dès le départ. Évidemment, ça a un coût. Plus ça arrive en amont, plus ça coûte de l'argent. Mais ça le vaut quand on veut vraiment réaliser une opération dans les meilleures conditions possibles. Ça marche. Écoute, Sidney, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger sur ces sujets avec nous, ô combien clés dans un process. Maxime, nous, on se retrouve pour l'épisode 5 consacré au financement d'acquisition. On a notre LOI, elle est acceptée. On va devoir maintenant travailler sur le financement. Écoutez, merci à tous et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup, Sidney. Merci beaucoup, Sidney. À tous les deux. Merci, Thomas. Au revoir. À bientôt. Merci.